Alors, on commence? Oui, on commence, professeur. Bon, excusez, j'avais un contretemps. Alors, écoutez, on va faire le deuxième cours concernant le syndrome coronaire aigu, la prise en charge du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Alors, ça, c'est ma référence, ce sont les recommandations européennes de 2017. Alors, on a vu la dernière fois que le syndrome coronaire aigu, la classification de syndrome coronaire aigu était scindée en deux, si vous voulez, en deux catégories. Les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, où il y avait, c'était tout simple, c'était l'expression d'une occlusion coronaire, occlusion totale d'une occlusion coronaire. Et vous avez les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, ça veut dire le ST n'est pas sus-décalé. Il faut regarder toujours le segment ST, et c'est l'expression d'une occlusion, d'une thrombose, d'un accident thrombotique intracoronaire, mais cette fois-ci, ce n'est pas une occlusion qui est complète, mais tout simplement un thrombus qui a été formé, qui n'est pas totalement occlusif, mais qui peut s'effriter et qui peut être embolisé en distalité, être source d'un syndrome coronaire aigu. Alors, donc aujourd'hui, on va voir les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire que l'électrocardiogramme envoie un sus-décalage du segment ST, qui est l'expression du point de vue anatomique ou bien du point de vue physiopathologique à une occlusion totale de l'artère coronaire. Et qui dit occlusion totale de l'artère coronaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perfusion du myocarde qui est vascularisé normalement par cette artère coronaire et qui peut aller vers un infarctus du myocarde. Voilà. Et donc, cet infarctus du myocarde ou bien une mort cellulaire qui peut être irréversible au-delà de 3 heures, si ce n'est 6 heures
maximum 12 heures. Au-delà de 12 heures, la mort cellulaire, elle est irréversible. Et donc, pour éviter cette mort cellulaire qui est irréversible, il faudrait enlever le plus rapidement possible cette occlusion coronaire, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle faire une reperfusion myocardique en urgence. Autrement dit, aller enlever le caillou sanguin qui a occlu cette artère coronaire, soit de façon chimique par un produit qu'on va voir, un fibrinolytique, qui va essayer de dissoudre le thrombus qui a été formé, ou bien de façon mécanique, parce qu'on appelle une angioplastie, on envoie un guide et on envoie un ballon au niveau de l'artère coronaire qui va comprimer le thrombus qui a été formé et bien sûr entraîner une reperfusion, la reprise du flux sanguin au niveau de cette artère coronaire et bien sûr une meilleure perfusion du myocarde qui a été touché. Bien sûr, on fait tout ça pour quelle raison? On le fait pour une simple raison, c'est pour améliorer le pronostic à court terme. C'est-à-dire à court terme, c'est dans l'immédiat. Il faut éviter l'occlusion l'occlusion coronaire quand elle s'installe. Elle peut entraîner la mort subite par complications rythmiques, généralement par une fibrillation ventriculaire. Et elle peut également entraîner, le pronostic à court terme peut être mauvais par des complications hémodynamiques, c'est-à-dire l'apparition d'une insuffisance cardiaque aiguë, autrement dit, un œdème aigu du poumon. Donc, ce sont les deux pronostics à court terme qu'on va améliorer par cette reperfusion urgente. Il y a également le pronostic à long terme qu'il faudrait améliorer justement par cette reperfusion, c'est-à-dire plus on reperfuse précocement, plus on va récupérer des cellules myocardiques et bien sûr, on va préserver la fonction ventriculaire gauche et donc nous allons avoir une meilleure fonction VG. Plus on retarde dans la reperfusion, plus on a des cellules plus nombreuses qui vont être nécrosées et donc nous allons avoir une altération de la fonction ventriculaire gauche à long terme qui va se répercuter par ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque qui va apparaître à long terme dans les années qui suivent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une urgence vitale. Ça, c'est très important, c'est une urgence vitale. Il faut agir en urgence quand vous avez un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST et le temps est primordial, le temps, c'est du muscle. Alors, la suspicion, comment on va faire maintenant? Comment on va suspecter un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST? Bien sûr, le patient va venir avec un principal symptôme qui est la douleur thoracique. Et cette douleur thoracique, dans sa forme typique, c'est la douleur angineuse. La douleur angineuse, elle a été décrite déjà dans les années 1800 par Eberden pour dire que c'est la douleur constrictive. C'est la douleur avec sensation de pesanteur. C'est la douleur avec une sensation de constriction. Angor veut dire constriction, ça veut dire quelque chose qui serre. Donc, c'est la douleur typique. Dans l'infarctus du myocarde, la douleur angineuse, elle survient au repos. Ça, c'est très important. Elle est prolongée, plus de 20 minutes. Elle est de siège médiothoracique, rétrosternal. Elle est de type écrasante, serrement, oppression, en étau, si bien que le patient, des fois, il ne s'exprime pas bien, il la décrit par ce qu'on appelle, en posant la paume de la main sur le thorax, il essaye de serrer pour dire que pour montrer que c'est une constriction. Et bien sûr, il a un visage qui est angoissé, qui est couvert de sueur. Ces irradiations sont très typiques, vers l'épaule, le bras gauche, le cou, la mâchoire, l'épigastre. Et également, elle peut être au niveau du dos. Elle survient spontanément au repos et elle est exacerbée à l'effort. Et souvent, il y a des signes neurovégétatifs qui sont associés à type de malaise, de l'hypothymie, des fois même des syncopes. Le patient est pâle, il a un frein qui est couvert de sueur, il y a des nausées et des vomissements. Donc, ces signes neurovégétatifs sont souvent associés à la douleur infarctoïde ou bien la douleur angineuse de l'infarctus du myocarde et généralement font errer le diagnostic quand ils sont au premier plan vers une origine digestive, voilà, pour un problème digestif, mais finalement, c'est la douleur angineuse. Ça, c'est dans sa forme typique, hein, je dis bien sa forme typique. On peut voir également des formes, se méfier des formes atypiques. Ces formes atypiques, c'est quoi? Chez les sujets jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à être touchés par l'infarctus. Chez les patients âgés de plus de 75 ans, où la symptomatologie elle est atypique. Chez les patients diabétiques,
les patients insuffisants rénaux et chez les femmes. Donc, ces catégories de patients vont présenter une forme atypique de douleur angineuse. Il faut se méfier chez ces patients des douleurs épigastriques, des troubles digestifs récents, surtout chez les diabétiques et les insuffisants rénaux et les sujets âgés. On peut avoir également des douleurs thoraciques en coup de poignard, des douleurs d'allure pleurétique chez les sujets jeunes, une dyspnée qui tend à s'aggraver progressivement, fait faire un enregistrement électrocardiographique suspectant un infarctus chez un sujet qui a des facteurs de risque d'athérosclérose. Alors, troisième chose qu'il faudrait faire, quand vous êtes face à un patient, de calculer sa probabilité de la maladie coronarienne. Parce que toute douleur au niveau du thorax n'est pas synonyme d'infarctus du myocarde. Ça peut être le poumon, ça peut être la plèvre, ça peut être le médiastin. Donc, ça peut être beaucoup de choses qu'il faudrait rechercher, augmenter encore, affiner encore votre diagnostic en recherchant la probabilité ou bien en calculant la probabilité de la maladie coronarienne. Il faut voir l'âge du patient. Plus l'âge est avancé, plus la probabilité augmente. Le sexe masculin, l'existence d'une athérothrombose extracoronaire, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux du cou, il faut ausculter le trajet des artères carotides à la recherche d'un souffle carotidien. Il faudrait palper les pouls des membres inférieurs pour voir s'il n'y a pas une diminution, voire une abolition des pouls. Donc, en faveur d'une athérosclérose périphérique. Alors, le fait d'avoir un diabète, le fait d'être en insuffisance rénale, les antécédents coronariens, et bien sûr le fait de fumer, le fait d'être obèse, le fait d'avoir une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, etc., une hypertension artérielle. Donc, vous recherchez les facteurs de risque. Plus vous cumulez beaucoup d'éléments en faveur de la maladie coronarienne, plus bien sûr cette douleur angineuse, vous pouvez l'intégrer dans le cadre d'une suspicion de syndrome coronaire aigu. J'insiste encore une fois que le diagnostic d'un syndrome d'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST est avant tout clinique. C'est-à-dire qu'il faudrait céder. C'est pour ça que la dernière fois, dans la définition de l'infarctus du myocarde, on a dit que c'est une lésion myocardique aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, une diminution de dose de troponine qui survient dans un contexte clinique ischémique. Donc, il faudrait avoir justement ce contexte qui est très, très important pour évoquer ces syndromes coronaires aigus. L'étape qui se fait. Alors, je vous informe que toutes ces étapes vont se dérouler très rapidement. On ne va pas mettre 15 minutes ou bien 30 minutes pour faire le diagnostic. On interroge le patient tout en le regardant. Ça veut dire on est en train de l'inspecter. On fait un interrogatoire minutieux pour bien guider, pour avoir le maximum d'informations sur les caractéristiques de la douleur, sans proposer un type de douleur, sans suggérer une description particulière. Et bien sûr, entre-temps, vous faites un enregistrement électrocardiographique qui doit être fait dans les 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'occlusion coronaire, c'est urgent. Il faudrait faire le diagnostic le plus rapidement possible. Donc, l'enregistrement de l'électrocardiogramme doit comporter obligatoirement les 12 dérivations périphériques, les périphériques et bien sûr précordiales. Et si l'électrocardiogramme, le CG de repos de 12 dérivations est normal, il faudrait faire V3R, V4R, c'est les dérivations qui explorent le ventricule droit. Souvent, on a un infarctus du ventricule gauche, mais il faut penser qu'il existe. Il faut savoir qu'il existe également l'infarctus du ventricule droit qu'on explore par des dérivations, ce qu'on appelle V3R, V4R. On fait tout simplement déplacer la dérivation V3, V4 de façon opposée vers la droite et on explore le ventricule droit. Et bien sûr, l'exploration de la région postéro-basale du cœur, V7, V8, V9, on fait déplacer les électrodes V5, V6, V4, V5, V6 en postéro-basal, au cinquième espace, mais en postérieur, d'accord, vers le dos, et vous mettez votre V7, V8, V9, et donc vous avez un enregistrement de 18 dérivations. L'électrocardiogramme doit être fait dans les 10 minutes, suivant le premier contact médical. Ce premier contact médical, ça peut être un infirmier, ça peut être un médecin. Donc, ça veut dire que devant une suspicion clinique d'infarctus du myocarde, un infirmier ou bien un interne peut facilement faire un enregistrement électrocardiographique pour gagner du temps. Très important qu'il faudrait garder en tête,
Un ECG normal n'élimine en aucun cas un syndrome coronaire aigu. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez une clinique qui est très parlante, vous avez une probabilité de la maladie coronaire qui est très élevée et l'ECG est normal, donc gardez le patient en observation. Il faudrait refaire les ECG, surtout au moment de la crise douloureuse. Les modifications électriques vont apparaître généralement au moment de la douleur. Ça, c'est très important. Donc, gardez déjà dans la tête 10 minutes du premier contact médical. Et bien sûr, s'il est normal, l'ECG est normal, il faudrait répéter l'électrocardiogramme en cas de récidive de symptômes. Et bien sûr, l'ECG normal n'exclut pas un syndrome coronaire aigu. Ça, c'est très important. Quand vous faites l'électrocardiogramme, alors, qu'est-ce que vous allez? Vous allez être attiré par... Je ne vous dis pas, il ne faut pas interpréter l'électrocardiogramme. Il faut l'interpréter de façon méthodique, c'est normal. Mais il faudrait interpréter votre électrocardiogramme dans les syndromes coronaires aigus en regardant le segment ST. C'est-à-dire, il faudrait regarder le segment ST s'il est sus-décalé, oui ou non. Il faudrait regarder, voilà le segment ST. Voilà. Vous avez la ligne de base qui est tracée ici. Par rapport, voilà, c'est le segment PR, voilà, par rapport ici. Donc, vous avez cette ligne de base et vous avez le segment ST ou bien le point J, c'est-à-dire le point qui relie la branche descendante de l'onde de R et le segment ST, c'est ce point-là. Et il faudrait mesurer le décalage par rapport à la ligne de base. Le décalage du point J par rapport à la ligne de base. Alors, c'est la définition d'un sus-décalage du segment ST, et cette définition répond à des critères. Et ce sont des critères internationaux, c'est-à-dire ce ne sont pas propres à une société savante. C'est les sociétés européennes de cardiologie, c'est la société américaine de cardiologie, donc partout, les différentes sociétés savantes du monde utilisent les mêmes critères diagnostiques d'un sus-décalage du segment ST. C'est quoi? C'est-à-dire, il faudrait aller voir le point J, il faudrait calculer ou bien le sus-décalage du point J par rapport à la ligne de base. Il faudrait qu'il soit supérieur ou égal à 0,1 millivolt dans toutes les dérivations, à l'exception, je dis bien à l'exception. Je dis 0,1 millivolt, je parle de millivolt. Je peux dire également, si je parle de millimètres, je dis supérieur ou égal à 1 millimètre. Dans toutes les dérivations, sauf, je le dis bien, dans la dérivation V2, V3, il faudrait prendre en considération le sexe. Est-ce qu'il est de sexe masculin ou bien si c'est une femme? Il faudrait également, s'il est de sexe masculin, il faudrait regarder l'âge du patient. Est-ce qu'il a plus de 40 ans, supérieur ou égal à 40 ans, ou bien moins de 40 ans? Alors, donc, dans toutes les dérivations, il faudrait avoir 0,1 millivolt. Sauf en V2, V3, s'il s'agit d'un homme qui a plus de 40 ans et plus, il faudrait que le sus-décalage dépasse au moins les 0,2 millivolts. Si le sujet est jeune, moins de 40 ans, si c'est un homme de moins de 40 ans, il faudrait que ça dépasse les 0,25 millivolts. Pourquoi? Parce qu'on a des catégories de patients, de jeunes, qui peuvent avoir en V2, V3 un sus-décalage qui n'atteint pas les 2 millivolts et qui n'ont rien à voir avec l'infarctus du myocarde. Chez la femme, par contre, quel que soit son âge, un sus-décalage d'au moins 0,15 millivolts ou bien 1,5 mm en V2, V3 est en faveur d'un infarctus du myocarde. Et bien sûr, il faudrait que ce sus-décalage du segment ST doit être dans au moins 2 dérivations contiguës. C'est-à-dire que 2 dérivations contiguës, c'est-à-dire qu'ils vont explorer le même territoire coronaire. C'est-à-dire que si j'ai un sus-décalage en D1, il faudrait qu'il existe en AVL. Ces D1 AVL sont 2 dérivations qui vont explorer le même territoire coronaire et généralement, c'est une artère diagonale. Un sus-décalage en V1, V2, V3, généralement, il explore l'artère interventriculaire antérieure.
Et ce sus-décalage-là, s'il est en V1, il doit exister en V2, également en V3 généralement, jusqu'à V4 pour dire que c'est un infarctus antérieur. Si vous avez un sus-décalage en D2, c'est un D2, D3 AVF, c'est un infarctus dans le territoire inférieur qui explore généralement l'artère coronaire droite ou bien l'artère circonflexe. Et bien sûr, si vous avez un sus-décalage en D2, il doit exister en D3 et également en AVF. Donc, il faudrait avoir un sus-décalage dans au moins 2 dérivations qui explorent le même territoire coronaire. Un sus-décalage dans une seule dérivation, c'est vraiment douteux, c'est vraiment litigieux. On ne peut pas avancer facilement, on ne peut pas dire facilement que c'est en faveur d'un infarctus. Ça, c'est la même plaque, mais c'est en français. Et vous avez là un ECG typique d'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Regardez, vous avez un sus-décalage en D2 qui dépasse le 0,1 millivolt. En D3 également, il est pratiquement à 0,5 millivolts et en AVF. Et donc ça, vous avez un infarctus, D2, D3 infarctus dans le territoire inférieur et généralement, ça correspond à une artère coronaire droite. Donc, dérivation contiguë qui explore une artère coronaire droite. Regardez en D1 et AVL, vous avez un sous-décalage du segment ST et généralement, ce sont des images en miroir. Si vous inversez si vous mettez à l'envers votre électrocardiogramme, ce qui se passe, c'est vraiment en miroir de D2, D3 à AVF. Ça veut dire que vous avez tout simplement les dérivations qui sont en regard du territoire d'infarctus vont enregistrer par déséquilibre électrique tout simplement, de façon opposée à l'inverse. C'est comme un miroir, ce qui se passe dans le territoire qui présente l'infarctus. Vous avez également, par exemple, vous avez un sus-décalage du segment ST en D1, AVL qui dépasse le 1 mm, le 0,1 millivolt, et vous avez un sus-décalage en V2, V3, V4, donc dans un territoire contigu, il exporte généralement, il est de territoire antérieur, il dépasse facilement les 3 millivolts. Si c'est en V2, V3, si c'est une femme, ça correspond à un infarctus. Si c'est un homme jeune, ça dépasse les 2,5, donc ça correspond à un infarctus. Si c'est un homme de plus de 40 ans, ça correspond également à un infarctus. Et donc, regardez comment, comment on interprète un électrocardiogramme en fonction du sexe et de l'âge du patient. Regardez ici également, vous avez un sous-décalage en D3 et AVF. Tout simplement, c'est les images en miroir de l'infarctus antérieur parce que le territoire inférieur est en miroir, il est en face du territoire antérieur. Ça, c'est dans les présentations typiques, on ne passe pas à côté. Également, il existe des présentations atypiques qui sont bien décrites dans les dernières recommandations de 2017. Par exemple, le bloc de branche gauche. Un bloc de branche gauche ou bien peut masquer un infarctus dans le territoire antérieur. Généralement, il masque même un bloc de branche gauche en dehors de l'infarctus du myocarde. Il peut donner confusion, il peut prêter confusion avec un infarctus du myocarde parce que souvent, il y a un sus-décalage du segment ST et c'est pour ça qu'on a des critères électriques en face d'un BBG quand il y a une douleur thoracique typique, je le dis bien, typique d'infarctus du myocarde. Et donc, il faut aller rechercher ces critères que je vais vous épargner. Et donc, ce qu'on appelle les critères de Scarbosa qu'il faudrait chercher, soit un sus-décalage concordant, soit un sus-décalage qui dépasse les 5 mm, soit un sous-décalage qui n'est pas concordant. Par exemple, vous allez avoir un aspect électrique d'un bloc de branche gauche. Ici, vous avez des QRS qui sont larges avec un rythme qui est supraventriculaire. Et regardez, en V1, en V2 et V3, vous avez un sus-décalage qui manifeste. Donc, devant cet électrocardiogramme, s'il n'y a pas de douleur thoracique, vous n'allez pas évoquer l'infarctus du myocarde. Mais par contre, quand le patient se présente pour une douleur thoracique angineuse de repos et vous faites un enregistrement électrocardiographique qui évoque un bloc de branche gauche, il faudrait aller rechercher les critères de Scarbosa pour dire si ça correspond bien sûr à un infarctus du myocarde ou non. Et bien sûr, là, il faudrait orienter le patient rapidement vers une salle de cathétérisme pour contrôle rapide des coronaires pour voir si réellement il y a une occlusion d'une artère coronaire qu'il faut désobstruer rapidement. Deuxième chose, il faudrait également voir si votre patient, par exemple, si vous n'avez pas de salle de cathétérisme, là, il faudrait faire le dosage des troponines avant de poser le diagnostic à la recherche d'une augmentation ou bien d'une diminution de la troponine, c'est-à-dire il faut rechercher la cinétique pour dire qu'il y a réellement, que vous êtes en face
réellement d'un BBG évoquant un infarctus du myocarde. Maintenant, les territoires coronaires, on en a parlé. D1 VLC latéral haut, V5, V6, un sus-décalage en V5, V6 correspond à latéral bas. Vous avez un sus-décalage en D2, D3, VF, c'est le territoire inférieur. En V1, sus-décalage en V1, VK, c'est le territoire antérieur. V3R, V4R, c'est le ventricule droit. Et V7, V8, V9, c'est le territoire postérieur. Et bien sûr, chaque localisation, chaque territoire correspond à une artère coronaire. Alors, le latéral haut, généralement, c'est une circonflexe, c'est une diagonale ou bien le CX. L'inférieur, ça peut être une coronaire droite ou bien une circonflexe. V1, V4, l'antérieur, ça correspond à une interventriculaire antérieure. Le territoire, le ventricule droit, généralement, a une occlusion de la coronaire droite proximale. Et généralement, V7, V9, généralement, je dis bien, correspond à une circonflexe. Et bien sûr, ça peut aider ça peut aider ces territoires, ça peut aider l'angioplasticien, c'est-à-dire celui qui va faire une coronarographie en urgence, à aller chercher l'artère coronaire qui est occluse. Donc, il est déjà orienté par l'électrocardiogramme. Alors, le dosage des marqueurs biologiques de la nécrose, on en a parlé la dernière fois. C'est vrai qu'ils sont importants, il faut les doser. C'est très important pour dire que vous êtes face à un infarctus du myocarde. Il faudrait faire le dosage, bien sûr, on en a parlé, c'est la troponine T et la troponine I. Troponine C, elle n'est pas dosable par les techniques de laboratoire. Donc, mais malheureusement, vous avez vu la dernière fois que la troponine met du temps et un décalage entre le début de la douleur, voilà, et bien sûr, on commence à doser la troponine, les troponines cardiaques. Donc, il y a un décalage. Ça veut dire que si vous attendez à doser la troponine dans le sang et posez bien sûr le diagnostic et bien sûr faites une cinétique parce qu'il faudra avoir une deuxième troponine pour dire que vous êtes face à un infarctus. Pour entamer le traitement de désobstruction, vous perdez beaucoup de temps et bien sûr le patient perdra beaucoup de cellules myocardiques. Le temps, c'est du muscle. Donc c'est pour ça qu'on dit devant une scène douloureuse évoquant un infarctus du myocarde, donc une forte probabilité syndrome coronaire aigu, vous faites un électrocardiogramme, vous êtes face à un sus-décalage évoquant, répondant aux critères que je viens de décrire selon les recommandations, sus-décalage dans deux dérivations contiguës, avec les critères du sus-décalage, bien sûr. Là, faites le dosage des troponines, mais n'attendez surtout pas le résultat pour entamer le traitement de reperfusion. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très, très important. Voilà. Et donc, les diagnostics différentiels qu'on peut évoquer devant un syndrome douloureux thoracique avec des anomalies de la repolarisation, bien sûr, il faudrait que la clinique est précieuse. J'ai bien dit que c'est l'interrogatoire qui va vous permettre de vous orienter vers le syndrome coronaire aigu ou bien vers une autre cause de douleur thoracique. Et bien sûr, au moindre doute, il faudrait avoir recours à d'autres examens. Par exemple, vous suspectez une péricardite qui donne un sus-décalage du segment ST, il faudrait aller vers l'échocardiographie pour confirmer. D'accord? Vous suspectez un syndrome, vous suspectez une dissection de l'aorte, vous faites un angioscanner thoracique. Vous suspectez une embolie pulmonaire, vous faites un angioscanner thoracique, etc., etc. Et donc, il faudrait les diagnostics qui peuvent évoquer un syndrome coronaire aigu avec un sus-décalage du segment ST, ce sont les péricardites, mais généralement, c'est un sus-décalage qui est diffus concordant dans toutes les dérivations. Généralement, il y a un sus-décalage du segment PQ. Les blocs de branche gauche, on en a vu tout à l'heure. Il faut faire une échocardiographie, une cinétique de troponine. L'hypertrophie ventriculaire gauche qui peut donner un sus-décalage trompeur en V1, V2. Les anévrismes du ventricule gauche, c'est quoi? C'est quand un infarctus, généralement, ça complique les infarctus du myocarde. Et c'est quoi? C'est la partie qui a été nécrosée devient très fine, d'accord? Et elle perd son élasticité. Donc, elle n'est plus contractile. Et donc, elle peut être elle peut faire l'objet d'une déformation à type d'une poche, d'accord? Une poche carrément au niveau du myocarde et qu'on appelle l'anévrisme. Et généralement, cet anévrisme-là se traduit électriquement par un sus-décalage qui persiste, qui ne va pas atterrir. Et donc, chaque fois que le malade se présentera pour une douleur thoracique, une autre douleur thoracique, on fait un électrocardiogramme, et on trouve le sus-décalage et on ne sait pas si réellement c'est une récidive ou non. Et généralement,
Quand on fait l'écho, on trouve un anévrisme du VG. Et quand on fait la troponine, on ne trouve pas que la troponine est élevée pour faire le diagnostic syndrome ST. Le syndrome de Brugada peut donner également un sus-décalage du segment ST en V1, V2. C'est tout simplement une maladie rythmique qui survient chez les hommes, qui peut donner un sus-décalage en V1, V2. Et généralement, c'est un sus-décalage qui n'évolue pas dans le temps. Et également, l'hypercalémie qui peut donner un aspect d'onde de T pointu et symétrique. Et quand elle est vraiment sévère, on peut avoir un faux aspect d'un sus-décalage du segment ST. Moi, je vous donne un aspect de sus-décalage dans la péricardite qui est diffus et concordant dans toutes les dérivations. Et vous, si vous regardez en D2, vous allez trouver que le segment PQ par rapport au segment PR, par rapport à la ligne de base, il est sous-décalé. Alors, maintenant, vous savez maintenant que le diagnostic dans les syndromes coronaires aigus, c'est un diagnostic qui est très simple. Vous avez une suspicion d'un syndrome coronaire aigu par rapport à une douleur thoracique angineuse. Bien sûr, depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'examen clinique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un examen clinique. Tout simplement, il est pauvre en matière d'infarctus du myocarde. Il va vous permettre, pas de confirmer l'infarctus du myocarde, il va vous permettre de rechercher les complications d'infarctus du myocarde. Par exemple, une tachycardie, l'apparition d'un souffle évoquant une complication mécanique. Il va faire un diagnostic, par exemple, différentiel. Il va vous montrer, par exemple, s'il y a un frottement péricardique, ça évoque une péricardite. Si vous auscultez les poumons, si vous avez une abolition du murmure vésiculaire, ça évoque tout simplement un épanchement pleural. Si vous avez l'apparition d'un souffle diastolique, ça peut évoquer une dissection de l'aorte, etc., etc. Donc, l'examen clinique va vous permettre de rechercher les complications de l'infarctus du myocarde et d'éliminer des diagnostics différenciés. Donc, si vous avez fait tout ce travail-là, vous évoquez cliniquement d'un syndrome coronaire aigu, vous passez à l'étape suivante, l'enregistrement électrocardiogramme. Vous faites un ECG, vous trouvez un sus-décalage du segment ST qui répond aux critères que j'ai décrits. Dans au moins deux dérivations contiguës, vous dites, vous êtes face à un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Vous êtes même en droit de dire infarctus du myocarde et ça évoque pourquoi, quand on a une occlusion de l'artère coronaire, on est sûr qu'il y aura au moins quelques cellules qui vont être nécrosées. Donc, vous êtes en droit de dire infarctus aigu du myocarde. Bien sûr, regardez cette partie. Biomarqueurs. Non, les biomarqueurs, ça veut dire le dosage de troponine TI. Il faudrait les doser. Mais attendez, n'attendez surtout pas les résultats. Il faudrait penser directement à une reperfusion en urgence. C'est-à-dire, il faudrait aller désobstruer, aller enlever carrément le thrombus qui a occlu l'artère coronaire qui est occluse. Ça, c'est la meilleure façon de traiter et de préserver les cellules myocardiques parce que le temps, c'est du muscle. Plus ça tarde, plus les cellules myocardiques vont se nécroser et bien sûr, des cellules myocardiques nécrosées, c'est-à-dire vous amputez sur la fonction ventriculaire gauche et donc votre patient aura un risque de dysfonction ventriculaire gauche à long terme et bien sûr d'insuffisance cardiaque qui est déjà une maladie qui est en elle-même, qui augmente la mortalité, bien sûr, la mortalité d'une part et qui est source également d'incapacité, d'handicap, si vous voulez, d'handicap pour le malade. Donc, il faudrait faire en urgence cette reperfusion pour éviter les complications rythmiques et pour éviter les complications hémodynamiques et pour éviter la dysfonction ventriculaire gauche à long terme. Voilà. Donc, voilà, on a terminé la partie théorie, la partie du diagnostic. Il est très simple. Il s'est posé en 10 minutes. Je vous dis, en 10 minutes, on a le diagnostic qui est fait. Donc, on parle du point de vue physiopathologique. On est face à une obstruction coronaire qui est secondaire à généralement, je dis bien, à une rupture ou bien une érosion d'une plaque d'athérome. Et donc, formation d'une thrombose ou bien d'un thrombus qui est totalement occlusif. Donc, interruption de la perfusion myocardique. Donc, vous avez deux choses. Pour répondre maintenant à ce stade-là, il faut répondre à deux questions. Est-ce que cette occlusion coronaire qui est en face, je vais la désobstruer, il y aura un bénéfice à faire cette désobstruction. Pour répondre à cette question, il faudrait voir
le début des symptômes, le début de la douleur thoracique par rapport à la consultation du patient. Ça, c'est un délai qui est très important entre le début de la douleur et la consultation. Il faudrait que le délai doit être moins de 12 heures. D'accord? Moins de 12 heures, de préférence moins de 3 heures. Vous avez les résultats sont spectaculaires, vous récupérez le maximum, vous avez un résultat de désobstruction qui est spectaculaire. On peut l'étendre jusqu'à 6 heures et on peut aller jusqu'à 12 heures. D'accord? Ça, il faudrait avoir ce repère-là. Donc, la première question que vous allez poser face à un diagnostic qui est évident d'un infarctus avec sus-décalage du segment ST, quel est le délai du début de la douleur par rapport à la consultation? Il faudrait qu'il soit moins de 12 heures. Exceptionnellement, on peut aller jusqu'à, je vais vous dire, 24-48 heures, mais c'est des exceptions. Je vais vous dire après pourquoi. Donc, on a un délai de 12 heures. Donc, on dit, oui, on est dans les délais de reperfusion. Donc, c'est une obstruction coronaire qui date de moins de 12 heures. Donc, on peut proposer une stratégie de désobstruction coronaire ou bien de reperfusion, quand vous voulez. Deuxième question à laquelle vous allez répondre, vous allez dire, oui, je peux désobstruer une artère coronaire puisque je suis dans les délais. Mais maintenant, quels sont les moyens que je dois utiliser pour faire cette désobstruction coronaire? Soit on va le faire soit on va le faire par une enjeu, pardon. Voilà, je reviens. Soit vous allez proposer de façon technique, c'est-à-dire que vous allez proposer votre patient à une salle de cathétérisme, à une équipe de cardiologues interventionnels qui vont faire une coronarographie, c'est-à-dire ils vont piquer une artère périphérique, soit une artère fémorale, soit une artère radiale, généralement c'est une artère radiale, et bien sûr on va envoyer un cathéter au niveau des artères coronaires, on va faire une injection. Alors là où on voit qu'il y a une obstruction, amputation d'une artère coronaire, ça veut dire elle n'existe plus dans l'arbre de la coronarographie, on est sûr que là il y a une occlusion coronaire. On va essayer de faire de façon mécanique, d'envoyer un petit guide qui est très fin, qui va essayer de transfixer, si vous voulez, ce thrombus. Et bien sûr, à travers ce guide, on va mettre un ballon, d'accord? Et on va le gonfler et on va comprimer, si vous on va écraser ce thrombus sur la périphérie de l'artère. Et donc, on va voir le flux coronaire qui va reprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique d'angioplastie primaire, qui peut se terminer généralement avec mise en place d'un stent. C'est un ressort qui va essayer justement de préserver l'artère ouverte. C'est ce qu'on appelle l'angioplastie primaire. Il y a une autre technique qu'on appelle, par exemple, on n'a pas les moyens, on n'a pas de salle de cathétérisme, même si on a une salle de cathétérisme qui est disponible, mais malheureusement, la table de coronarographie, par exemple, est occupée, et bien sûr, si on attend le tour qu'il termine avec ce patient pour faire passer ce patient-là, donc on va perdre la cellule cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un produit chimique qu'on appelle le fibrinolytique, c'est un médicament qui va essayer de faire la lyse de la fibrine qui a été formée. Il faut savoir que lorsque le thrombus va être formé, c'est un clou plaquettaire et bien sûr c'est de l'agrégation plaquettaire et bien sûr avec de la fibrine tout autour qui va former justement ce thrombus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un produit, ce qu'on appelle fibrinolytique ou bien thrombolytique, qui va essayer de liser la fibrine qui a été formée. D'accord? Et bien sûr, plus le thrombus est ancien, plus de 3 heures, plus bien sûr la chance de liser cette fibrine diminue. Ça veut dire plus vous agissez précocement, plus la fibrinolyse va donner des résultats. Plus vous agissez tardivement, arrivé vers les 12 heures, même au-delà de 12 heures, le thrombus et la fibrine ne va pas être lisés et donc on aura plus de complications que de bénéfices quand on fait là des obstructions. Donc, l'obstruction coronaire, il faudrait garder en tête, je me résume, le délai du début de la douleur par rapport à la consultation. Si vous êtes dans les moins de 12 heures, vous pensez, est-ce que vous faites une angioplastie primaire par technique de cathétérisme ou bien, si vous n'avez pas ces moyens-là, vous faites une technique médicamenteuse par de la fibrinolyse ou bien une thrombolyse
chimique. Et bien sûr, il faudrait juste après contrôler rapidement les artères coronaires. Est-ce qu'il y a eu une lyse, une reperfusion ou non du thrombus qui a été formé? Dans l'angioplastie primaire, le résultat est évident instantanément. Dans l'immédiat, on peut le vérifier. Mais dans la fibrinolyse, on est obligé de proposer le patient entre 3 heures et 24 heures après le succès de la fibrinolyse pour faire un contrôle coronarographique et pour voir l'artère coronaire, si elle a été lysée, l'artère coronaire a été reperfusée ou non. Et bien sûr, s'il y a échec de la fibrinolyse, immédiatement, il faudrait faire la coronarographie pour voir si le thrombus persiste et bien sûr faire ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage. Donc, la reperfusion et le traitement de choix selon les recommandations, il faudrait qu'elles soient faites dans les moins de 12 heures. Ça, c'est les recommandations de 2017, européennes de 2017. Il faudrait commencer à réfléchir en termes de top chrono, ça veut dire en termes de délai, du début de la douleur. 10 minutes, il faudrait faire le diagnostic. Dès que vous avez le STEMI diagnostic a été posé, il faudrait commencer à compter le délai. C'est à partir de là qu'il faudrait commencer à compter les délais entre le choix entre une angioplastie primaire ou bien il faudrait faire une fibrinolyse. Dès que le diagnostic STEMI a été posé, d'accord, il faudrait réfléchir. Si vous pouvez faire une reperfusion par angioplastie primaire dans un délai de moins de 60 minutes, au maximum 120 minutes, vous attendez à faire une angioplastie primaire. D'accord? Si vous avez un délai dans votre estimation, ce délai dépasse les 120 minutes, il faudrait d'abord faire une fibrinolyse et par la suite proposer votre patient à un contrôle coronarographique. C'est ça le choix, comment il faudrait faire le choix entre une angioplastie primaire ou bien une fibrinolyse. Bien sûr, il dépendra de vos moyens. C'est-à-dire, si votre patient peut être conduit rapidement à une salle de cathétérisme en moins de 120 minutes, oui, vous proposez une angioplastie primaire. Si votre patient, par exemple, la salle de cathétérisme et l'équipe de cardiologie intervention vous dit c'est pas possible de faire une angioplastie en moins de 120 minutes, il faut proposer d'abord une fibrinolyse. Donc, si vous dites oui, on peut faire en 120 minutes, il faut le proposer pour l'angioplastie primaire. Donc, ça dépendra de ce que vous avez comme moyen dans votre structure pour proposer une stratégie de reperfusion. Et bien sûr, il faudrait il faudrait utiliser tous les moyens entre vos mains. Il ne faudrait pas ni retarder la fibrinolyse, parce que la fibrinolyse, quand vous décidez de la faire, il faut la faire dans les 10 minutes du diagnostic. Après maximum, vous injectez, déjà vous avez commencé à faire la fibrinolyse. Il ne faut pas attendre encore 1 heure ou bien 2 heures. Si vous êtes pour l'angioplastie primaire, il ne faudrait pas que dépasser les 120 minutes d'attente du diagnostic du STEMI. Ça veut dire parce que vous allez exposer votre patient à des dégâts myocardiques. Donc, cette stratégie, c'est vraiment du top chrono. Il faudrait évaluer, vous estimez bien les délais pour proposer la meilleure stratégie de reperfusion. Et bien sûr, c'est pour ça que les recommandations nous définissent c'est quoi le first medical contact, ça veut dire le premier contact médical, il faut bien le définir. Le premier contact médical, c'est le patient, c'est la première fois que le patient est en face soit d'un médecin, soit d'un paramédical, soit par exemple, d'un infirmier qui est capable de faire un électrocardiogramme et bien sûr qui sont capables également d'intervenir en urgence, par exemple, par une défibrillation. Et c'est ça ce qu'on définit le premier contact médical. Deuxièmement, le STEMI diagnostic. C'est le moment, dès que vous avez fait un enregistrement électrocardiographique, vous interprétez l'électrocardiogramme et vous dites, voilà, c'est le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST ou bien d'un infarctus avec sus-décalage du segment ST. Et donc, c'est là que commence le STEMI diagnostic, le repère du STEMI diagnostic et vous allez calculer tous les délais par la suite. STEMI veut dire, je m'excuse pour eux, STEMI veut dire, en anglo-saxon, c'est ST, Elevation Myocardial Infarction, ou tout simplement infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Primary PCA, c'est-à-dire, c'est angioplastie primaire, parce que c'est des recommandations qui sont en anglais, c'est tout simplement quand vous décidez que le premier choix de reperfusion, quand votre patient est dans un délai de consultation de moins de 12 heures,
de faire une angioplastie à la place. Vous avez choisi l'angioplastie avec mise en place d'un stent, d'accord, de l'artère coronaire qui est coupable, qui est occluse, qui est responsable de l'infarctus du myocarde. Bien sûr, vous l'avez choisi par rapport à une fibrinolyse, un traitement fibrinolytique. Donc, angioplastie primaire. Quand vous dites, mais l'angioplastie primaire, il faut savoir, il faut garder en tête, c'est le traitement de référence de l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. C'est le traitement de référence parce que vous êtes sûr, vous dilatez, vous faites la désobstruction, vous dilatez, vous voyez votre résultat immédiatement. Par contre, c'est vraiment le traitement de référence et ça dépasse de très très loin la fibrinolyse en termes de mortalité, de résultats, de flux, de récupération du flux coronaire, d'accord? Et bien sûr, en termes de mortalité, en termes de flux. C'est le meilleur traitement de référence. La fibrinolyse et l'angioplastie primaire, il faudrait la faire, bien sûr, si ce n'est pas dans les délais maximum de 120 minutes, bien sûr, il faudrait la faire, il faut respecter, bien sûr, dans les délais. Et bien sûr, la fibrinolyse ne sera indiquée, la fibrinolyse ne sera indiquée, elle est là, le traitement fibrinolytique ne sera indiqué que lorsque vous n'avez pas d'angioplastie primaire qui est disponible ou bien qui ne peut pas être réalisée dans les délais. Voilà. Et donc, je reviens vers les schémas des recommandations de 2017. Regardez, vous avez un diagnostic, la phase précoce du STEMI ou bien de l'infarctus avec sus-décalage du segment ST. Vous avez le STEMI diagnostic a été fait du début de la douleur jusqu'à vous avez 12 heures. Vous avez le choix entre angioplastie primaire et le choix, voilà, vous avez le stent qui est en intracoronaire avec le ballon avec mise en place du stent, ou bien vous avez l'injection d'un fibrinolytique quand vous voulez, pas quand vous, en fonction des moyens et comme expliqué tout à l'heure. Bien sûr, vous avez un délai de 12 heures. Et bien sûr, l'angioplastie primaire fait mieux que le traitement fibrinolytique. Au-delà de 12 heures, entre 12 et 24 heures, vous avez, si le patient garde des symptômes, et s'il est hémodynamiquement instable, s'il n'a pas été reperfusé, on peut proposer une angioplastie primaire, mais pas de fibrinolyse. C'est entre 12 et 24 heures, si le patient reste symptomatique. Au-delà de 48 heures, ça ne sert à rien du tout de proposer une angioplastie. Pourquoi? Ou bien une fibrinolyse, parce que ça ne sert à rien du tout. Les lésions sont là, et bien sûr, les lésions sont là, et ça ne sert à rien du tout de récupérer un infarctus où les cellules sont déjà, où la nécrose, elle est irréversible. Donc, gardez en tête, c'est entre 0 et 12 heures, la reperfusion, d'accord, entre fibrinolyse, angioplastie ou bien choisir entre angioplastie et fibrinolyse. Au-delà de 12 heures, si le patient reste symptomatique jusqu'à 48 heures, vous pouvez proposer encore une angioplastie primaire, mais pas de fibrinolyse. Au-delà de 48 heures, ça ne sert à rien du tout. On est dans le semi-récent, ça veut dire qu'on est dans la phase pratiquement dans le semi-récent, d'accord, et la mort cellulaire, elle est là. Il faudrait faire d'autres examens complémentaires, à la recherche d'une ischémie résiduelle pour proposer le patient à une réouverture de l'artère qui est occluse. D'accord, donc des délais qui sont très importants. Entre le premier contact médical et le CG diagnostic, c'est moins de 10 minutes. Maximum entre le diagnostic de STEMI et l'angioplastie primaire, moins de 120 minutes. Sinon, si ce n'est pas possible de faire moins de 120 minutes, il faut proposer le patient à une fibrinolyse. Il faudrait, quand le patient est dans un centre où il y a une salle de cathétérisme interventionnel, il faudrait aller vers moins 60 minutes, c'est encore mieux. Les délais seront encore mieux avec un maximum de 90 minutes dans un centre de cathétérisme interventionnel, mais dans tous les cas, il ne faudrait pas dépasser les 120 minutes. Donc, vous savez maintenant, ça c'est les techniques de reperfusion que j'ai écrit, enfin que je viens de décrire, avec le choix, comment on fait le choix entre les deux. Mais bien sûr, il faut savoir que votre patient va recevoir, en fonction du geste interventionnel ou bien de la fibrinolyse qu'il va recevoir,
il va recevoir d'autres traitements qui vont lutter contre la thrombose coronaire, la récidive de la thrombose coronaire. Vous savez qu'il y a une plaque qui a une érosion, une rupture de la plaque, il y a un thrombus qui a été formé. Et bien sûr, il peut récidiver, même si vous faites une angioplastie primaire, si vous ne bloquez pas cette agrégation plaquettaire et la coagulation, il va récidiver, il va encore occlure son artère coronaire, que ce soit par une angioplastie primaire ou bien que ce soit par fibrinolyse. Surtout la fibrinolyse, ça augmente les facteurs de la coagulation. Si on ne bloque pas l'agrégation plaquettaire et la coagulation, il va récidiver, il va réocclure son artère coronaire qui a été désobstruée. Donc, il va utiliser une association d'antithrombotiques, 2 antiagrégants plaquettaires, à savoir l'aspirine, à savoir du clopidogrel ou bien un autre anti-GP2B3A. Donc, vous avez 2 antiagrégants plaquettaires plus un traitement, un anticoagulant. Généralement, c'est de l'énoxaparine. S'il y a une insuffisance rénale, l'énoxaparine, c'est une héparine de bas poids moléculaire. S'il y a une insuffisance rénale sévère, on utilisera une héparine non fractionnée. Et bien sûr, toute cette association va entraîner une augmentation, bien sûr, du risque hémorragique. Vous êtes là, vous m'écoutez? Allô? Oui, on vous entend. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, très bien, oui. D'accord. Alors, donc, il faudrait évaluer le risque hémorragique de votre patient. Ça, c'est une étape qui est très, très importante. Il ne faudrait pas penser uniquement à désobstruer une artère coronaire et vous augmentez le risque hémorragique chez le patient qui peut être, lui, plus fatal que l'infarctus du myocarde. Et donc, il faudrait l'évaluation du risque hémorragique est très, très importante. Le risque hémorragique, il augmente avec l'âge du patient, plus de 75 ans, avec une altération de la fonction rénale, une clearance inférieure à 30 minutes par minute, chez les patients qui sont de faible poids corporel, chez les femmes, et bien sûr, plus vous utilisez les procédures invasives, plus vous augmentez le risque hémorragique. Et bien sûr, plus vous utilisez des antithrombotiques, vous associez des antithrombotiques, ou bien vous les changez, ou bien vous ne respectez pas les doses, ou bien vous dépassez la durée du traitement, le risque hémorragique de votre patient va être élevé et l'hémorragie peut emporter le patient alors que l'infarctus peut ne pas faire autant de complications. Donc, c'est un risque qu'il faudrait évaluer. Et bien sûr, quand vous décidez de faire un traitement fibrinolytique, il faudrait aller rechercher des contre-indications. Et les contre-indications de la fibrinolyse, il y a des contre-indications absolues et des contre-indications qui sont relatives. Les contre-indications absolues doivent être recherchées systématiquement et doivent être respectées. Je le dis bien respectées. Parce que sinon, c'est vraiment une erreur médicale. Et vous prenez tout simplement vous mettez vos contre-indications en face et vous essayez de cocher. Monsieur ou madame, est-ce que vous avez fait déjà une hémorragie cérébrale? S'il vous répond oui, c'est une contre-indication qui est absolue. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser un traitement fibrinolytique parce que vous risquez d'exposer le patient à une hémorragie cérébrale. Si votre patient vous dit j'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, mais il ne vous dit pas quelle est l'origine, ischémique ou non, ou bien hémorragique. Là, si vous n'avez pas l'origine de cet AVC, de cet accident vasculaire cérébral, vous ne thrombolisez pas votre patient parce que c'est une contre-indication absolue. Si votre patient vous dit j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique, mais datant de moins de 6 mois, d'accord? C'est une contre-indication qui est absolue. Si votre cérébrale, j'ai une malformation artério-veineuse, ça peut exister, si vous répondez oui, c'est-à-dire c'est une contre-indication qui est absolue. Chez un patient qui a eu un traumatisme récent, traumatisme crânien récent, par exemple, récent, je dis bien récent, et généralement dans le mois, donc c'est une contre-indication absolue à un traitement thrombique, sinon il va saigner. S'il a saigné, il a fait des hémorragies gastro-intestinales dans le mois précédent, c'est une contre-indication. S'il a des désordres, des anomalies de la coagulation, c'est une contre-indication. Si vous suspectez une dissection de l'aorte ou bien il a une dissection de l'aorte que vous avez confirmée avec un infarctus qui évolue, c'est une contre-indication. Et si votre patient a fait une ponction, par exemple une biopsie du foie ou bien une ponction lombaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas assurer une compression, c'est une contre-indication absolue, tout simplement. Là, parce que le traitement fibrinolytique, il va liser le thrombus là où il a été formé.
ne va pas regarder uniquement l'artère coronaire. Là où il y a un thrombus, il va le dissoudre et donc vous risquez d'être sur un thrombus dans n'importe quel endroit, il va provoquer des hémorragies et vous ne pouvez pas agir en urgence et cette hémorragie peut être fatale pour le patient. Il y a des contre-indications qui sont relatives. Là, c'est des équipes, c'est le staff qui va décider pour dire je fais oui ou non une thrombolyse. C'est-à-dire, vous avez un accident ischémique transitoire, il n'est pas avéré ischémique, ça veut dire qu'il a régressé rapidement dans les 6 mois précédents. Donc là, vous pensez, c'est un infarctus qui est, on peut réfléchir, on peut penser à faire une fibroinolyse si nous n'avons pas une angioplastie primaire qu'on ne peut pas réaliser une angioplastie primaire. Passons sous traitement anticoagulant oral, c'est-à-dire il est sous, par exemple, cintre antivitamine K, ou bien les nouveaux anticoagulants oraux, et vous risquez encore de donner des fibrinolytiques et vous risquez d'aggraver une hémorragie. Chez la femme dans le postpartum, après un accouchement qui date d'au moins une semaine, c'est une contre-indication relative. Un pic hypertensif, des chiffres de systolique supérieurs à 180 mm de mercure et ou une diastolique supérieure à 110 mm de mercure, c'est une contre-indication relative. Généralement, on fait baisser les chiffres tensionnels par des dérivés nitrés, d'accord? Et dès que ça devient moins de ces chiffres-là, on peut proposer la fibrinolyse. Par exemple, une insuffisance hépatocellulaire qu'on évalue qu'elle n'est pas également sévère. Un ulcère peptique qui est active mais qui ne saigne pas. Par exemple, un traumatisme, une ressuscitation qui a été, ça veut dire on a fait des manœuvres de réanimation qui a été prolongée, c'est une contre-indication qui est relative, on peut décider de faire une fibrinolyse. Tout ça se décide quand on a des contre-indications relatives, c'est parce que quand le territoire de l'infarctus est vraiment étendu, donc il y a une complication généralement, par exemple une insuffisance ventriculaire gauche, et lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire une angioplastie primaire, on préfère, selon un consensus local, d'accord, une concertation entre les médecins, de prendre le risque de faire un traitement fibrinolytique pour essayer de faire une reperfusion et préserver le maximum de cellules myocardiques. Généralement, quand vous êtes face à des contre-indications, que ce soit absolument relatives d'un traitement fibrinolytique, généralement, il faudrait proposer une angioplastie primaire si elle est disponible. Donc, je me résume. Les délais, donc maintenant, quand on est face à un traitement fibrinolytique, le délai doit être maximal entre stémie diagnostique et l'injection du produit fibrinolytique, il faudrait moins de 10 minutes. Ça veut dire, regardez, c'est des délais qui sont très, ça c'est pour ne pas laisser, laisser de l'inertie chez le médecin. Ça veut dire, plus il y a un délai qu'il ne faut pas dépasser, plus on est rapide dans l'administration du traitement. D'accord? Et bien sûr, il faudrait réévaluer votre traitement fibrinolytique. On va l'évaluer. Est-ce que réellement on a des signes qui sont en faveur d'un succès, c'est-à-dire on a fait une reperfusion avec ce fibrinolytique ou non? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un enregistrement de l'électrocardiogramme à 60, voire même 90 minutes après le début de la fibrinolyse et on va voir le CG. Le sus-décalage du segment ST dans la dérivation là où il était le plus élevé, il est déjà repéré par rapport au premier ECG. Si on voit par rapport à l'ECG 60-90 minutes, s'il a diminué de plus de 50%, c'est-à-dire qu'il y a eu succès à la thrombolyse. Voilà. Ça, c'est le critère le plus qui permet d'évaluer votre traitement fibrinolytique. Si le sus-décalage n'a pas atterri dans cette dérivation là où il était le plus élevé, n'a pas atterri plus de 50%, on dit qu'on a échec à la thrombolyse. Il faudrait, quand il y a échec à la thrombolyse, il faut proposer rapidement votre patient à une coronarographie en urgence pour désobstruer l'artère coronaire parce qu'elle est toujours occluse. Alors, s'il y a eu succès, ça veut dire régression de plus de 50% du traitement fibrinolytique, il faudrait faire, on a le temps, entre 2 et 24 heures après la fibrinolyse, pour faire une angiographie ou bien une coronarographie pour vérifier s'il y a encore une lésion ou bien une sténose résiduelle et vérifier également le flux au niveau de l'artère coronaire qui était occluse et bien sûr décider de faire oui ou non une angioplastie qu'on appellera une angioplastie. Donc, quand il y a échec, on appellera ça une angioplastie de sauvetage. Et bien sûr, quand
Dans tous les cas, on appellera ça une angioplastie de sauvetage. Les doses de traitement fibrinolytique pour la streptokinase. On a différents types d'agents fibrinolytiques. Ils sont, bien sûr, les meilleurs sont les agents fibrinospécifiques, bien sûr, parce qu'ils agissent directement sur la fibrine du thrombus et donc ça va donner de meilleurs résultats. Et bien sûr, vous avez la streptokinase qui n'existe plus en Algérie. Vous avez l'alteplase qui existe, mais qui est utilisé, d'accord, en Algérie. Et vous avez, avec un schéma qui lui est propre, regardez, il faudrait peser le patient, c'est 15 mg IV bolus, suivi 0,75 mg par kilogramme pendant 30 minutes, sans dépasser 50 mg. Par la suite, il faudrait vers 0,5 mg par kilo pendant 60 minutes en IV, sans dépasser 35 mg. Voilà. Mais bien sûr, il y a la ténectéplase qui est également un agent fibrinospécifique, mais là qui existe en injection, en bolus directement. On pèse le patient et bien sûr, on injecte en fonction de son poids, en une seule injection, en bolus, 30 mg si mon patient pèse moins de 60 kg, 35 mg s'il pèse moins de 110, etc. Mais c'est une seule injection. Et ça, généralement, entre l'alteplase et la ténectéplase, d'ailleurs, c'est le même laboratoire qui commercialise ces deux molécules, mais là, techniquement, c'est plus simple. Et donc, on injecte et on surveille le patient, on fera l'électrocardiogramme à 60-90 minutes. Par contre, ici, on aura une thrombolyse qui va durer au moins 1h30 minutes. Ça, c'est très important pour pouvoir. Donc, on va faire c'est une seringue électrique, il faut injecter, il faut calculer, il faut surveiller le temps. Par contre, quand on utilise la ténectéplase, c'est une seule injection en bolus et ça donne, on a terminé avec la thrombolyse. La rétéplase, le RPA, également, c'est un agent fibrino spécifique qui n'existe pas en Algérie, mais également, on injecte 10 unités au départ, plus 10 unités ivo-bolus pendant 30 minutes. Donc, également, c'est un peu compliqué. Et donc, généralement, l'IV-bolus, la ténectéplase, est surtout utilisée quand on fait la thrombolyse pré-hospitalière, c'est-à-dire que c'est l'équipe du SAMU qui prend en charge le patient en extra-hospitalier, c'est-à-dire de son domicile, ou bien lorsqu'on ramasse le patient, quand on récupère le patient dans la rue, etc., on fait une injection rapidement, c'est la simplicité d'utilisation dans un cours en fibrinolyse pré-hospitalière. Donc, c'est surtout le bénéfice entre l'alteplase et la ténectéplase de la simplicité d'utilisation, surtout en pré-hospitalier. Et la thrombolyse pré-hospitalière, elle est faite par une équipe du SAMU, par des urgentistes qui sont formés pour faire le diagnostic, qui sont compétents pour poser le diagnostic électrocardiographique de l'infarctus avec sus-décalage du segment ST, ça c'est très très important, et qui sont formés pour faire de la réanimation au cours du transport. C'est-à-dire, si votre patient installe un arrêt, ils ont tout le matériel de réanimation, un électrochoc. S'ils présentent un bloc auriculo-ventriculaire, ils ont la capacité, les moyens, les compétences de faire une stimulation temporaire, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent ailleurs, malheureusement, qui n'existent pas chez nous, parce que le SAMU chez nous, partout, enfin, dans l'Algérie et partout dans l'Algérie, ne participe pas justement à faire de la thrombolyse pré-hospitalière. Donc, ça, c'est quand on donne un agent fibrinolytique, ou bien quand on fait de l'angioplastie, c'est la même chose, on va voir la différence. Je vous ai dit, pour éviter la réocclusion de l'artère qui a été reperfusée, il faut donner des antiagrégants plaquettaires. Dans le cas de la fibrinolyse, quand on a choisi la fibrinolyse, on va donner de l'aspirine avec une dose de charge de 150 à 300 mg par voie orale, d'accord? Si le patient présente des vomissements, on va donner 75 à 250 mg en intraveineux, et bien sûr, et maintenir la dose de 75 à 100 mg par jour dans les jours suivants. Associé à de l'aspirine, le clopidogrel, quand on fait de la fibrinolyse, je dis bien fibrinolyse, avec une dose de charge de 300 mg par voie orale, d'accord, suivi par une dose de 75 mg les jours suivants, chaque jour. Et bien sûr, si votre patient a plus de 75 ans, le risque hémorragique va augmenter
il faudrait éviter les doses de charge de 300 mg. Il faut donner tout simplement une dose de 75 mg, suivie et maintenir la dose de 75 mg chaque jour par la suite. Donc, double antiagrégation plaquettaire dans la fibrinolyse associée aspirine, clopidogrel. Alors, bien sûr, il faudrait continuer avec la fibrinolyse, donner une anticoagulation qui va être poursuivie jusqu'à 8, maximum, je dis bien maximum, 8 jours. On donne de préférence l'énoxaparine, d'accord? Bien sûr, on va par voie IV, par voie intraveineuse, ou bien lorsque votre patient a une insuffisance rénale, on utilisera généralement l'héparine non fractionnée. Mais on préfère l'héparine de bas poids moléculaire, qui est l'énoxaparine, par rapport à l'héparine non fractionnée. Voilà, donc, et bien sûr, après un traitement thrombolytique ou bien fibrinolytique, il faudrait transférer le patient vers un centre de cathétérisme interventionnel pour vérifier, pour faire une angioplastie de sauvetage quand il y a un échec, et vérifier le résultat de la reperfusion quand il y a un succès, et faire une angioplastie quand il y a quand même une sténose qui est résiduelle. Alors, cette énoxaparine, comment vous allez le donner? Alors, si votre patient, associé à la fibrinolyse, si votre patient a moins de 75 ans, vous donnez 30 mg IV bolus, suivi 15 minutes après par 1 mg par kilo toutes les 12 heures jusqu'à revascularisation ou bien jusqu'à la sortie du patient, mais sans dépasser les 8 jours. Et bien sûr que les 2 premières doses, parce que vous donnez 30 mg et 1 mg par kilo dans un délai de 15 minutes, il faut que les 2 premières doses ne dépassent pas les 100 mg par injection. Chez les patients qui sont âgés de plus de 75 ans, il faut éviter le 30 mg IV bolus, il ne faut pas les donner. Et bien sûr, il faudrait donner 0,75 mg par kilo, maximum avec un maximum de 75 mg par injection pour les deux premières doses. Et bien sûr, si votre patient a une insuffisance rénale associée avec une clearance qui est moins de 30 minutes par minute, donc il faudrait donner tout simplement une seule dose d'énoxaparine. Donc il faudrait prendre en considération les comorbidités, l'âge et les comorbidités du patient pour donner cette héparine de bas moléculaire qui est l'énoxaparine. Si vous utilisez l'héparine non fractionnée, généralement il faudrait surveiller le TCA du patient. Ça veut dire qu'il faudrait être toujours dans une marge thérapeutique entre 50 à 70 secondes. Et, après l'injection de l'héparine non fractionnée, il faudrait que vous soyez entre 1,5 à 2 fois le témoin, d'accord? Et bien sûr, vous avez vérifié à 3 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures après l'injection. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère l'énoxaparine par rapport à la simplicité d'utilisation, par rapport à l'héparine non fractionnée. Et bien sûr, il y a d'autres anticoagulants qu'on peut utiliser, par exemple le fondaparinux, quand on utilise la streptokinase. C'est un médicament qui n'existe pas chez nous. Et donc, ça, c'est très important. Je me répète, vous faites une fibrinolyse avec tous les schémas que je viens de décrire. Après succès de la thrombolyse, que vous évaluez 60 à 90 minutes par un électrocardiogramme, s'il y a succès, vous recontrôlez entre 2 heures et 24 heures après la thrombolyse votre résultat coronarographique. S'il y a échec de la thrombolyse, donc il faudrait envoyer immédiatement, il ne faut pas attendre ce délai, immédiatement le patient vers un centre de cathétérisme interventionnel pour faire une angioplastie de sauvetage. Donc vous avez tout ça, ce sont les différentes méthodes de reperfusion, l'angioplastie primaire, si vous ne faites pas de fibrinolyse. Bon, vous faites une angioplastie, si vous avez fait de la fibrinolyse, vous contrôlez votre coronarographie s'il y a succès, et c'est ce qu'on appelle, ça veut dire qu'on a associé une stratégie farmaco-invasive. Alors, maintenant, si vous avez choisi de faire une angioplastie primaire,
le schéma des antithrombotiques et autres. Pour l'aspirine, c'est le même. Il faut donner la même dose de charge suivie par la même dose d'entretien. Alors, par contre, pour le deuxième antiagrégant plaquettaire, on a le choix à donner du clopidogrel. D'accord? Si on donne du clopidogrel, si on n'a pas du prasugrel et si on n'a pas du ticagrelor. Voilà. Donc, généralement, quand on fait une angioplastie primaire, on préfère faire du prasugrel ou bien du ticagrelor. Ils sont mieux par rapport au clopidogrel. Si nous n'avons pas cette possibilité, parce qu'ils sont chers, ces anti-GP2B3A, donc si on n'a pas les moyens ne sont pas disponibles dans notre centre, on utilise du clopidogrel, mais dans cette fois-ci, c'est 600 mg dose de charge par voie orale, suivi par 75 mg par jour comme dose d'entretien. Et bien sûr, si vous avez prasugrel, vous avez son schéma. Si vous choisissez le ticagrelor, vous avez son schéma. Vous pouvez associer également d'autres antiagrégants, d'autres antithrombotiques, tels que l'apiximab, ou bien l'eptifibatide. Généralement, c'est des antithrombotiques qui sont utilisés lorsque vraiment on a une angioplastie qui est complexe. Ils sont généralement associés l'aspirine, un deuxième antiagrégant anti-GP2B3A, et bien sûr, ça c'est en association, ça veut dire on peut aller associer trois antithrombotiques. Et donc, bien sûr, associé à ces antithrombotiques, à ces anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, soit l'héparine non fractionnée ou bien l'enoxaparine en respectant les doses. On peut même aller à rajouter un autre anticoagulant qui est la bivalirudine. Bien sûr, pour chacun, il a son schéma. Donc, si votre patient il consulte au-delà des 12 heures et vous n'avez pas choisi une stratégie de reperfusion, vous donnez de l'aspirine à dose de charge comme tout à l'heure, vous donnez du clopidogrel, du clopidogrel à une dose de charge de 300 mg avec suivi d'une dose d'entretien de 75 mg par jour. Et bien sûr, si votre patient est âgé de plus de 75 ans, il ne faut pas donner cette dose de charge. Vous associez une héparine non fractionnée, soit de l'enoxaparine, une HBPM, soit du fondaparinux, bien sûr, à la même dose que j'ai cité au cours d'un traitement fibrinolytique. Donc voilà, donc c'est ça le traitement de reperfusion, c'est-à-dire vous choisissez à reperfuser le patient soit par angioplastie primaire, soit par une fibrinolyse. Il faudrait donner une association, un traitement, une cothérapie antithrombotique à ces deux techniques-là, qui associe aspirine, un deuxième antiagrégant plaquettaire et un anticoagulant. Et on peut même associer un troisième antithrombotique, un troisième antiagrégant plaquettaire dans les dilatations qui sont complexes. N'oubliez pas que vous êtes face à un patient, il faudrait traiter les autres, tout ce qui est autour de cette reperfusion. Il faudrait calmer la douleur par des antalgiques morphiniques parce que c'est très important. On ne peut pas traiter un patient qui est en train de se plaindre d'une douleur thoracique. Attention, c'est une douleur angineuse qui est très stressante, qui est très angoissante. D'ailleurs, dans sa description, c'est une douleur constrictive angoissante. Donc, il faudrait calmer la douleur. Quand on calme la douleur, on peut éviter des complications rythmiques, d'accord? Et on peut traiter calmement le patient, surtout si on va l'aborder au cours d'un cathétérisme interventionnel. Votre patient ne recevra pas obligatoirement de l'oxygène, sauf s'il y a une désaturation avec une saturation d'oxygène inférieure à 95%. Si vous donnez de l'oxygène à un patient qui n'est pas désaturé, vous augmentez le risque des complications. Ça, c'est très important. On peut donner des dérivés nitrés quand il n'y a pas une hypotension artérielle et s'il n'y a pas un infarctus du VD associé pour justement diminuer si vous voulez, le travail du cœur. Et on associe également des bêta-bloquants en l'absence de contre-indication qui changent généralement l'asthme bronchique, d'accord? Et vous avez l'asthme bronchique et les BAV, les blocs auriculo-ventriculaires qui ne sont pas stimulés. Voilà, c'est les contre-indications absolues. L'évolution électrique, on n'a parlé que de la phase aiguë. L'aspect électrique de sus-décalage du segment ST a une évolution électrique qu'il faudrait rechercher chaque jour. Normalement, un infarctus, généralement, il commence
par une onde de T, une ischémie, ce qu'on appelle sous-endocardique, une onde de T, voilà, qui est ample, pointue et symétrique. C'est un signe qui est éphémère, qui disparaît rapidement dans l'heure qui suit le début de la douleur. Et généralement, on n'a pas l'occasion, c'est exceptionnel d'enregistrer l'infarctus à cette phase-là, parce que le patient consulte un peu plus tardivement. On a généralement, on enregistre, on assiste à la phase d'infarctus lorsqu'il y a un sus-décalage du segment ST, qui par la suite, au bout de 24-48 heures maximum, ce sus-décalage va atterrir, et par la suite, les ondes de T vont s'inverser, et l'onde de Q de nécrose va se creuser. L'onde Q de nécrose peut apparaître dans les 6 heures de la phase aiguë de l'infarctus, du début de la douleur, et généralement, lorsque l'infarctus n'est plus à sa phase aiguë, il est semi-récent, il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, vous avez l'onde Q de nécrose avec une inversion de l'onde de T. Et cette onde Q de nécrose, bien sûr, a des caractéristiques. C'est au moins, l'onde Q doit être plus profonde, dépassant le tiers de l'onde R qui la suit, ou bien elle est plus large, c'est-à-dire elle dure plus de 0,04 secondes. Et bien sûr, ça, ce sont les critères d'une onde de Q qui est pathologique. Ça, c'est très important. Et regardez, cette onde R, quand vous avez trouvé une onde R exclusive au niveau une onde R qui est exclusive au niveau de V1, une onde R, je dis bien exclusive au niveau de V1, il faudrait suspecter un infarctus du postérobasal, et généralement, c'est l'image en miroir de l'onde Q du postérobasal qui donne l'onde R qui est exclusive. Voilà. Donc, ça, c'est l'évolution, les critères, l'évolution électrique de l'infarctus du myocarde. Maintenant, l'évolution clinique. Il faudrait faire chaque jour une surveillance clinique. Il faut voir s'il n'y a pas une reprise de la douleur, s'il n'y a pas apparition de signe d'insuffisance cardiaque, s'il n'y a pas de syncope, s'il n'y a pas de signe d'état de choc. Rechercher une complication mécanique, c'est-à-dire un souffle d'insuffisance mitrale, un souffle de communication interventriculaire. Généralement, l'insuffisance mitrale ischémique apparaît quand il y a un dysfonctionnement de piliers, dans les infarctus généralement postérieurs ou bien inférieurs. Quand vous avez des complications, CIV, c'est une perforation du septum interventriculaire qui entraîne une communication entre le ventricule gauche et le ventricule droit, généralement dans les infarctus du septum. Ça, c'est les complications généralement mécaniques. Monitoring OCG pour rechercher s'il n'y a pas une menace électrique, s'il n'y a pas l'apparition d'un trouble du rythme ou bien d'un trouble conductif. Il faudrait faire une évaluation échocardiographique de la fonction VG, qui est le seul paramètre jusqu'à maintenant des dégâts pour l'évaluation des dégâts myocardiques. Plus votre fonction VG est préservée, plus les dégâts, ça veut dire, ont été limités. Plus il y a une dysfonction VG, c'est-à-dire la FE devient inférieure à 50%, plus elle est basse, plus les dégâts ont été très importants, et bien sûr, plus le pronostic à long terme va être réservé chez ce patient. Et bien sûr, l'échocardiographie recherchera des complications, par exemple une fuite mitrale, une communication interventriculaire, recherchera un épanchement péricardique qui peut compliquer un infarctus, recherchera l'apparition d'un thrombus intraventriculaire gauche qui peut compliquer un infarctus du myocarde qui peut être source d'accident thromboembolique, etc., etc. Donc, l'échocardiographie doit être parmi les examens d'évaluation dans le post-infarctus. Les complications précoces qui peuvent apparaître et menacer le pronostic du patient, les troubles du rythme auriculaire sont généralement pas graves, peuvent déstabiliser le patient, mais pas graves, et c'est surtout les troubles du rythme ventriculaire qui peuvent entraîner la mort subite. Vous pouvez avoir également les troubles de la conduction, les blocs auriculoventriculaires, ou bien les blocs intraventriculaires qui peuvent nécessiter, je dis bien qui peuvent nécessiter une stimulation ventriculaire temporaire. L'insuffisance cardiaque gauche, droite par nécrose du VD, les complications mécaniques comme on vient de le voir. Vous avez dans les complications mécaniques, je n'ai pas dit, la rupture de la paroi libre du ventricule gauche. C'est-à-dire carrément, si l'infarctus est tellement étendu qu'on peut carrément voir la rupture de la paroi du ventricule gauche, il va entraîner un épanchement péricardique, un hémopéricarde, et généralement, c'est la mort qui suit rapidement. Les complications thromboemboliques par formation de thrombus intraventriculaire ou des complications, il peut compliquer également, si on ne fait pas une anticoagulation préventive, des complications thromboemboliques veineuses par paralytement. L'extension, il peut avoir une extension, une récidive ischémique,
et même compliquer d'état de choc. Les complications tardives, les anévrismes du ventricule gauche, il peut avoir un ongo résiduel, peut récidiver d'un infarctus, il peut compliquer tardivement d'une insuffisance cardiaque, peut avoir un syndrome de Drester entre la 3e semaine et le 3e mois. C'est quoi? C'est un épanchement pleuropéricardique, généralement d'origine inflammatoire, qui peut compliquer l'infarctus. Généralement, le patient présente une douleur thoracique, un syndrome inflammatoire, et quand on fait l'échocardiographie, on trouve un épanchement péricardique, et à la radio, généralement, on trouve un épanchement pleural et répond au traitement anti-inflammatoire. La périarthrite scapulo-humérale n'existe plus, elle se fait rare. Généralement, c'est une arthrite de l'articulation scapulo-humérale. Vous avez un patient, carrément, il se plaint d'une douleur au niveau de cette articulation, elle est d'origine inflammatoire, et bien sûr, même tardivement, la mort subite guette tout patient qui présente une coronaropathie. Par exemple, là, je vous montre un infarctus postéro-diaphragmatique qui est compliqué d'un bloc auriculo-ventriculaire. C'est un Luciani. Vous avez Luciani Vanquevac, Mobitz 1, vous avez un PR qui est là. Il s'allonge, ce PR est en train de s'allonger, il est encore plus allongé, et par la suite, vous avez une entrée qui est bloquée, et la séquence reprend. PR normal, il est en train de s'allonger, il est bloqué, etc. Ça, c'est le Luciani Vanquevac. Ça, c'est l'aspect de tachycardie ventriculaire. Vous avez votre patient qui a des cues qui est en rythme sinusal, et par la suite, il vous fait une tachycardie à QRS large qui est régulière, et si vous suivez bien, vous avez un arrêt qui s'installe après. Là, c'est la fibrillation ventriculaire. Quand vous enregistrez cet aspect-là, c'est que votre patient est en arrêt. Il faudrait faire des manœuvres de ressuscitation le plus rapidement possible. Sinon, plus vous réanimez, si la réanimation tarde, retardée, plus bien sûr les séquelles sur le cerveau, au niveau du cerveau, vont être irréversibles. Bien sûr, ça c'était la phase aiguë, la phase hospitalière. Maintenant, à la sortie de l'hôpital, votre patient doit obligatoirement avoir une statine pour stabilisation de la plaque d'athérome. C'est obligatoire, même s'il n'y a pas d'hypercholestérolémie, avec un objectif d'LDL inférieur à 0,55 g par litre au long cours. Je dis bien au long cours. L'aspirine à vie au long cours, s'il n'y a pas de contre-indication, 75 à 100 mg par jour. Associé pendant une année à du clopidogrel, ou bien un autre antiagrégant plaquettaire, ticagrelor ou bien prasugrel en fonction de ce que vous avez, pendant 12 mois. Au-delà de 12 mois, vous continuez uniquement avec de l'aspirine. Le bêta-bloquant pendant au moins pendant une année, voire plus, et surtout si votre patient a une dysfonction ventriculaire gauche. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, si votre patient est hypertendu, s'il est diabétique, et s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Les antagonistes de l'aldostérone, si votre patient a une dysfonction ventriculaire gauche, s'il a une insuffisance cardiaque, s'il est diabétique, avec dysfonction VG, même asymptomatique. Là, c'est généralement, je vous renvoie, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. N'oubliez pas les mesures hygiéno-diététiques. Il faudrait qu'il ait une activité physique, il faudrait qu'il y ait une perte de poids, il faudrait qu'il y ait arrêt du tabac, il faudrait qu'il y ait stabilisation de l'hypertension artérielle, stabilisation du diabète, du cholestérol, des triglycérides, etc. Donc, tout ça rentre dans un programme de ce qu'on appelle de réadaptation cardiaque qui doit durer entre 4 à 8 semaines dans un centre spécialisé. Bien sûr, on fait de l'éducation thérapeutique au patient. On lui apprend à faire des mouvements, des exercices, une activité physique pour le rassurer, bien sûr, et pour l'encourager à continuer cette réadaptation cardiaque. Après, en dehors du centre spécialisé de réadaptation cardiaque, et bien sûr, les patients qui font de la réadaptation cardiaque ont meilleur pronostic que ceux qui n'ont pas fait. Bien sûr, si votre patient a eu à la coronarographie des lésions, vous avez reperfusé l'artère coronaire qui a été responsable de l'infarctus, il reste encore des artères, il y a des sténoses qui n'ont pas été touchées, il faudrait faire un test d'ischémie, savoir une épreuve d'effort ou bien une scintigraphie myocardique, voire même une échocardiographie de stress pour rechercher une ischémie sur ces lésions-là. Si votre patient a fait un infarctus qui n'a pas été reperfusé, il n'a pas bénéficié d'une stratégie de reperfusion, il faudrait rechercher une viabilité myocardique dans le territoire infarci par scintigraphie myocardique pour encore augmenter la chance, pour lui donner encore la chance, pour faire une revascularisation, pour récupérer les cellules qui restent viables au sein du myocarde qui est nécrosé.
Et bien sûr, compléter la revascularisation si elle n'a pas été complète au départ, soit par une angioplastie, ça veut dire c'est le même principe que l'angioplastie primaire, avec mise en place. C'est le même principe, c'est-à-dire la technique, c'est la même technique, ou bien, si ce n'est pas possible de faire par une angioplastie, si l'anatomie des artères coronaires comment dirais-je, ne s'y prête pas à faire de l'angioplastie, c'est des lésions qui sont complexes, qui sont diffuses, qui sont très calcifiées, on pourra proposer le patient à une revascularisation par ce qu'on appelle un pontage aortocoronaire, c'est-à-dire on va utiliser des artères, généralement c'est des artères, des artères, et on va les artères mammaires, qui sont des branches de l'artère sous-clavière, et on va utiliser ces petites artères-là et on va essayer de faire un pont entre l'aorte et contourner, court-circuiter la sténose qui existe. Et ce sont des ponts myocardiques qui vont durer très longtemps, minimum 10 ans. Et donc, je me résume à la fin que pour améliorer le pronostic des syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire qu'il y a une occlusion coronaire, il faudrait faire une reperfusion rapide, c'est-à-dire qu'il faut désobstruer l'artère qui a été occluse. Comment il faudrait faire? Il faudrait écourter les délais de consultation. Comment il faut faire? Il faut sensibiliser la population. Il faudrait former les médecins urgentistes pour, justement, parce que ce n'est pas uniquement l'affaire du cardiologue, un médecin urgentiste formé dans la prise en charge des syndromes coronaires aigus peut être capable de prendre en charge ce type d'infarctus, d'accord? Et bien sûr, l'équipe de SAMU doivent participer pour la prise en charge préhospitalière de ces patients pour écourter justement ce délai de consultation et donc améliorer la reperfusion avec de meilleurs résultats. Donc, en conclusion, le temps, c'est du muscle. Le plus tôt est le mieux. Et il faudrait une notion de délai privilégié avant la 3e heure pour la fibrinolyse. C'est ce qu'on appelle les golden hours. Ça veut dire, si vous voulez faire bien pour la fibrinolyse, il faudrait que le patient consulte dans les 3 premières heures. Là, vous êtes pratiquement sûr que vous allez avoir, c'est les meilleures heures où la fibrinolyse fait autant que l'angioplastie primaire. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il faut que je revienne, voilà. Oui. Alors, allô? Oui, professeur. Alors, vous êtes là pour les commentaires? Voilà, appuyez sur commentaire. Ça y est, j'ai appuyé comment. Ah, ça a bugué, oui. Les commentaires sont pas visibles. Ah, nous ne sommes pas Ils sont visibles. bloqués. Oui, Oui. donc on va les lire depuis Facebook et puis c'est tout. On va aller? On va vous les lire depuis Facebook et puis voilà. Ah, d'accord, ok. On va juste vous les Je transmettre. vous entends. Vous m'entendez? Oui? Donc la première question, c'est est-ce que le sus-décalage doit être persistant pendant au moins 20 minutes ou est-ce que la notion de durée ne s'applique pas? Le sus-décalage, peut-être, j'ai oublié de dire, le sus-décalage doit être persistant au moins 20 minutes, au moins 30 minutes. D'accord. Sus-décalage persistant, parce que vous allez voir, demain, on fera le cours des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST. Une des présentations des patients sans sus-décalage, c'est le sus-décalage non persistant. Donc, c'est une très bonne question. Il faut que le sus-décalage doit persister au moins 20 minutes. Une très bonne question. Oui, merci. Merci pour le rappel. Alors, Oui. quelqu'un vous demande de répéter la partie concernant les critères du diagnostic d'un syndrome coronarien aigu ST+, avec un bloc de branche gauche. Pour répéter, bon, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui se présente pour une douleur thoracique angineuse, prolongée, évoquant un infarctus du myocarde. Vous faites un enregistrement électrocardiographique, vous avez un aspect de bloc de branche gauche. Il faut savoir que le bloc de branche gauche masque généralement l'aspect électrique d'un infarctus dans le avec un bloc de branche.
Je vous entends mal. Attendez, attendez. Oui. Allez-y Oui, pour reposez la question, s'il vous plaît. Ah, on passe à la prochaine question. Non, non, reposez la question. Concernant le bloc de branche. Oui, oui, vous m'avez interrompu, je ne sais pas pourquoi. Non, non, vous avez entendu mon retour. C'est juste mon retour micro que vous avez Ah, entendu. d'accord, ok. Oui. Donc, quand vous avez un bloc de branche gauche dans un critère de douleur thoracique évoquant un infarctus du myocarde, il faut savoir que le bloc de branche gauche masque en général, du point de vue électrique, masque l'aspect électrique d'un infarctus du myocarde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a décrit des critères électriques, ce qu'on appelle les critères de Scarbosa, pour faire un diagnostic d'infarctus de l'infarctus du myocarde évolutif, qui est en train d'évoluer. Bon, je vais vous épargner ces critères électriques. Généralement, c'est l'affaire du spécialiste. Il faudrait voir les critères de Scarbosa. Il faudrait également, par contre, j'insisterai sur, généralement, c'est des patients avec un BBG. Ces patients-là sont des candidats à faire à une coronarographie pour voir si réellement il y a une occlusion coronaire. Ça, c'est d'une part. Si on a la possibilité de faire une coronarographie. Si on n'a pas la possibilité de faire une coronarographie, qu'est-ce qu'on fait? On fait le dosage de la troponine. Si on trouve que la troponine est élevée avec une cinétique dans le sens de l'augmentation ou bien de la diminution, on est sûr que ce BBG est un BBG d'origine ischémique. D'accord? Est-ce que vous avez… mais les critères en elles-mêmes, de critères électriques avec le BBG, d'infarctus avec BBG, je vais vous épargner ça c'est vraiment le spécialiste. Voilà. Gardez déjà en tête comment définir les critères d'un infarctus avec sus-décalage du segment ST en dehors du BBG. Ça, c'est très important à garder en tête. Prochaine question. Alors, on vous demande, puisque l'angioplastie est permise dans les 12 premières heures de l'apparition de la douleur, pourquoi est-ce qu'on doit la faire dans les premières 120 minutes? Alors, écoutez, vous êtes en train de confondre des délais. Les 12 premières heures, ça veut dire c'est le délai du début de la douleur. C'est-à-dire qu'on peut proposer une reperfusion, une stratégie de reperfusion, quel que soit le type, quand le début de la douleur date de moins de 12 heures. Ça, c'est très important. Le délai de 120 minutes, c'est c'est le délai qui commence du diagnostic électrique de l'infarctus, c'est le stémi-diagnostic, jusqu'à la reperfusion. On décide de faire une angioplastie, il ne faudrait pas qu'on dépasse les 120 minutes. C'est-à-dire, si moi, en fonction du délai qui est de moins de 12 heures, imaginez que votre patient consulte à 12 heures, par exemple, du début de la douleur, et vous allez encore prolonger plus de 120 minutes pour lui proposer une angioplastie primaire. Ça veut dire que vous êtes en train de l'exposer à une nécrose encore plus étendue. Donc, ne confondez pas, ce sont deux délais différents. Le premier délai, moins de 12 heures, c'est le délai du début de la douleur pour indiquer une reperfusion myocardique, quelle que soit la stratégie. Le délai de 120 minutes, c'est lorsque on a décidé de faire une stratégie de reperfusion. Comment choisir entre les deux stratégies, angioplastie primaire ou bien une fibrinolyse? Si j'évalue, c'est une estimation 120 minutes, si l'équipe évalue que l'angioplastie primaire peut être faite dans les 120 minutes du diagnostic STEMI, je fais de l'angioplastie primaire. Si ça va dépasser les 120 minutes, je fais de la fibrinolyse. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Okay. Prochaine question. Est-ce qu'un deuxième épisode d'IDM est pris en charge comme le premier? Oui, de la même façon. Concernant les délais. Un deuxième infarctus. Oui. Il est pris de la même façon, oui. On suit le délai de début de la douleur, le diagnostic sus-décalage ou sans sus-décalage, etc., etc. De sus-décalage, ça veut dire occlusion, il faudrait faire une reperfusion, oui ou non. Si on est dans les délais de 12 heures, si on est dans les délais de 12 heures, est-ce que je fais une angioplastie primaire ou bien une fibrinolyse? C'est en fonction des moyens qui existent.
et bien sûr dans un délai de moins de 120 minutes, si c'est possible pour une angioplastie primaire, sinon c'est une fibrinolyse. Et dans la fibrinolyse, il faudrait respecter les contre-indications absolues et relatives à la fibrinolyse, de la même façon. D'accord, très bien. Alors, la prochaine question, c'est si un patient vient avec un STEMI datant de plus de 48 heures, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Alors, au-delà de 48 heures, déjà, on ne fait pas de fibrinolyse parce que la fibrinolyse est formellement contre-indiquée. Au-delà de 12 heures, on ne peut plus faire de fibrinolyse. Ça, c'est très important. Maintenant, si mon patient garde une douleur thoracique, ça veut dire qu'il y a encore une souffrance myocardique. Et même si au-delà de 48 heures, je propose une coronarographie. Je dis bien, je propose une coronarographie pour faire un bilan coronarographique et on va voir en fonction des lésions. Si l'angioplasticien trouve que les lésions, il y a une sténose qui est serrée, il peut dilater. S'il trouve que c'est une occlusion, il a le droit de ne pas toucher à cette occlusion qui date de plus de 48 heures. Ça dépend ce qu'il va trouver. Comme on peut ne pas faire carrément une reperfusion, hein, parce qu'au-delà de 48 heures, on ne propose jamais de reperfusion parce que généralement, on est vraiment, les dégâts myocardiques sont déjà installés. Donc, ça dépend au cas par cas. Mais si généralement, il trouve une occlusion coronaire avec une occlusion coronaire et qui date du début de la douleur qui date de plus de 48 heures, généralement, on n'y touche pas. Hein, généralement. Voilà. D'accord. Donc, la prochaine question, c'est concernant le délai de 120 minutes. Est-ce qu'on commence à compter à partir de la confirmation diagnostique ou bien à partir de l'apparition de la douleur? À partir de la confirmation diagnostique, à partir du STEMI diagnostic. 120 minutes, c'est à partir du STEMI diagnostic. D'accord. Concernant la cause de l'IDM, telle que le spasme coronaire, est-ce qu'on doit les exclure? Donc, exclure les autres. Reprenez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit exclure les autres étiologies des autres causes d'IDM, telles que les spasmes coronaires, ou bien est-ce qu'il faut penser systématiquement à l'athérosclérose? Bon, écoutez, quand on est face à une douleur thoracique avec un sus-décalage du segment ST évoquant un infarctus, on ne réfléchit pas. Hein. Alors, généralement, on ne réfléchit pas, on réfléchit, il y a une occlusion d'une artère coronaire. Voilà. Et on va vers la reperfusion. Alors, les autres, souvent, dans la thrombose coronaire, dans l'infarctus avec sus-décalage du segment ST, généralement, c'est une thrombose coronaire. Généralement, je le dis bien, c'est une thrombose coronaire. Exceptionnellement, ça peut être un spasme coronaire qui aura duré, mais quand on fait une coronarographie, on verra ce qu'il y a. D'accord? Donc, on va traiter de la même façon. Vous allez me dire, je fais une fibrinolyse, dans le spasme coronaire, ce n'est pas la même chose, ça ne va pas donner. Mais en tous les cas, on ne peut pas prédire le mécanisme quand on est dans l'urgence. On ne peut pas prédire le mécanisme d'un sus-décalage du segment ST. Souvent, dans notre tête, c'est une thrombose coronaire, c'est une occlusion. On essaie de voir la reperfusion. C'est des exceptions, c'est des étiologies qui sont rares. Par exemple, occlusion par une végétation, par migration d'une végétation. Mais c'est après qu'on se rend compte. C'est pas dans l'immédiat. Donc, dans notre tête, sus-décalage du segment ST, c'est thrombose coronaire jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Une autre question concernant les antiagrégants plaquettaires. Est-ce qu'ils sont indiqués pendant la phase aiguë de l'IDM ou après la stabilisation? Les antiagrégants plaquettaires, ils sont associés au geste de reperfusion, je l'ai dit clairement. C'est-à-dire que si vous choisissez la fibrinolyse, il faudrait donner la dose de charge au moment de la fibrinolyse. Si vous choisissez l'angioplastie primaire, vous donnez les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants au moment de l'angioplastie. Pas tardivement, c'est en même temps. Et par la suite, c'est le traitement d'entretien. Ah, d'accord. Alors, une autre question. Si la clinique est évidente et le patient présente déjà un antécédent d'IDM, est-ce qu'on peut faire la reperfusion directement? Si. Si la clinique est évidente et que le patient présente déjà un antécédent d'IDM, est-ce qu'on peut faire la reperfusion directement? Et qu'est-ce qu'il va trouver comme ECA à l'électrocardiogramme? Ça dépend. La reperfusion s'applique, c'est un terme qui s'applique quand il y a un infarctus avec sus-décalage du segment ST. Oui,
s'il a des antécédents d'infarctus, il fait encore récidive d'infarctus avec sus-décalage du segment ST, on suit le même schéma, on suit le même protocole. D'accord. D'accord? S'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, on suivra les recommandations des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST. Et on verra ça demain, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, il ne faudrait pas, les antécédents d'infarctus ne font qu'augmenter le risque chez le patient. Enfin, est-ce que vous avez saisi? Ils ne vont pas changer la stratégie après. À chaque événement, si un patient a fait un infarctus du myocarde, à chaque événement, je le dis bien, à chaque événement, il faut suivre la stratégie thérapeutique de cet événement-là, de ce nouveau événement, ce nouvel événement. D'accord. Alors, quelqu'un vous demande le mécanisme physiopathologique du syndrome de Dressler. C'est une inflammation. Vous savez que l'infarctus du myocarde, il s'accompagne d'une inflammation qui est très, très importante. Il s'accompagne d'un épanchement péricardique généralement par inflammation. C'est l'inflammation. C'est comme l'athérosclérose. Vous avez vu le cours avec Dr Lahouati? Oui, c'est fait. Vous avez eu le cours avec Dr Lahouati? Oui. Vous avez fait l'athérosclérose? Oui, on a fait l'athérosclérose. Voilà. L'athérosclérose, c'est une maladie inflammatoire. Et quand généralement, dans les infarctus du myocarde, un des mécanismes qui provoque l'infarctus, c'est l'inflammation. Ce n'est pas uniquement le stress, l'hypertension, le diabète, c'est l'inflammation qui joue un rôle très très important dans les complications thrombotiques de l'athérosclérose. Et donc, ça peut entraîner justement, quand le phénomène inflammatoire est très important, ça peut entraîner ces épanchements au niveau du péricarde et au niveau de la plèvre. D'accord. Oui. Quelqu'un se demande si on doit connaître les posologies exactes des médicaments. Ah oui, pour le contrôle. Bah, il n'a pas précisé. Écoutez, pour pas les doses des fibrinolytiques, parce que moi-même, je ne les connais pas, je les utilise à chaque fois. Je reviens vers les recommandations après. Mais la dose des antiagrégants plaquettaires, est très importante. L'aspirine, le clopidogrel, la dose de néoxaparine, c'est très très important à connaître. Voilà. Alors, ceci dit, si pour la pratique de tous les jours, nous, on revoit généralement, on l'a appris, à force de l'utiliser, on l'a appris, et quand il y a un doute, on a les guidelines, on a les pockets au niveau, on revoit nos recommandations, on les applique. Il faudrait les connaître. Il faut les connaître, oui. D'accord. Et il reste une dernière question, c'est concernant les images en miroir. Les images en miroir. L'image en miroir, c'est tout ça. Vous savez, vous voyez, quand vous explorez le cœur, vous avez la paroi antérieure, la paroi inférieure, la paroi latérale haute, la paroi latérale haut, le latéral bas, etc. Donc, chaque territoire a son opposé. D'accord? Et généralement, il y a un équilibre électrique entre les territoires myocardiques, un équilibre électrique. Quand vous avez un infarctus, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les charges de cette paroi qui est infarcée. Donc, vous allez noter un sus-décalage du segment ST. Et c'est un mouvement électrique, tout simplement, qui va changer. En regard de cette paroi qui est infarcée, il y a un territoire, il y a des électrodes qui exportent ce territoire. Ils vont voir ce qui se passe à l'inverse, comme un miroir, en face à ce territoire-là, qui est infarcé, il le voit comme un miroir, parce qu'il y a tout simplement un déséquilibre entre les deux parois. C'est des images en miroir, c'est le reflet d'un déséquilibre entre les deux parois. Et l'autre paroi qui est en face commence à voir ce qui se passe au niveau du territoire infarcé, de façon comme un miroir, voilà. D'accord, très bien, c'est tout. Alors, j'ai peut-être j'ai oublié que le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor, c'est des PY12. Je pense, j'ai dû utiliser les anti-GP2B3A. Non,
je m'excuse, je viens de rendre compte que le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor sont des antiagrégants plaquetteurs de la famille des PY12. D'accord? Et les anti-GP2B et 3A, ce sont de la famille, les antithrombotiques de la famille, par exemple, de l'abciximab. Alors, je pense que j'ai fait une erreur en prononçant les antithrombotiques. Voilà. Ah, d'accord, c'est noté. Voilà. Peut-être dans l'enregistrement, vous êtes en train d'enregistrer, je pense. Oui, on est en train d'enregistrer, oui. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je pense que j'ai fait une erreur de prononciation. Hein. Ah, d'accord, on Pour va revoir l'aspirine, l'enregistrement et confirmer, oui. pour le clopidogrel, je dis bien le clopidogrel, et le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor. Oui. Voilà. Merci, Ok. professeur. Ah, de rien. Donc, demain à la même heure, Inch'Allah. Inch'Allah. L'instinct. À 13h, on fera le syndrome coronaire aigu sans décalage du segment ST. D'accord, très bien. Allez, merci, allez, au revoir. Merci, professeur. Bonne journée. Allez, merci, apparemment ça.